Bien, merci d'être là. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très content d'être présent pour cette édition particulière du Forum PHP. Aujourd'hui, je vais vous parler d'accessibilité et du RGA, notamment de la façon de réaliser des audits et de quelques trucs pour essayer de les réussir. Naturellement, en 20 minutes, on ne va pas faire le tour du sujet, mais j'espère vous transmettre suffisamment d'informations pour que vous puissiez de vous-même creuser un peu le sujet. Donc, je m'appelle Gilles Février, je fais du développement web depuis 1998, du PHP depuis 1999 à peu près. Je travaille pour la société Atos actuellement. J'ai beaucoup travaillé sur des projets legacy, notamment sur lesquels l'accessibilité n'était absolument pas un sujet. Et actuellement, je travaille sur des projets Drupal, Symfony et je réalise des audits RGA. Donc pendant longtemps, l'accessibilité n'était pas du tout abordée dans les projets. Mais avec l'évolution de la société, le handicap n'est plus un tabou maintenant, il n'est plus invisibilisé comme il a été auparavant. Et du coup, beaucoup vont être amenés à s'y intéresser. Quant à moi, je m'intéresse à l'accessibilité depuis déjà un certain nombre d'années, notamment parce que j'ai été confronté de plein fouet, on va dire, aux troubles 10, au TDAH ou encore au TSA. Ça a beaucoup fait évoluer mes pratiques de développement. Et donc, j'en suis arrivé à essayer d'intégrer l'accessibilité directement. On va commencer par revoir quelques enjeux de l'accessibilité, le contenu du RGA en lui-même, comment on réalise un audit, et ensuite on finira par quelques bonnes pratiques que j'essaie moi-même de mettre en place sur les projets pour pouvoir faire en sorte que les audits se passent de la meilleure façon. Quand on parle accessibilité, généralement on pense handicap, on pense tout de suite au handicap visible, donc des personnes paralysées, malvoyantes, malentendantes, mais on peut avoir aussi des handicaps contextuels qu'il faut prendre en compte. Manque de concentration dû à la fatigue, par exemple, vous pouvez vouloir consulter votre smartphone dans les transports ou en plein soleil, ou encore, même s'il ne faut pas l'oublier, on peut avoir une connexion lente. Et on a également des handicaps temporaires. Personne n'est à l'abri d'un accident, et si vous vous cassez le poignet ou que vous avez un problème de vue temporaire, vous pouvez très bien être amené à ne plus pouvoir utiliser correctement les interfaces qui sont mises en place. Et il ne faut pas oublier aussi que 80% des handicaps sont invisibles. Donc on parle généralement des troubles cognitifs, TSA, TDAH, tous les troubles 10, et tous ces troubles ont un impact direct sur l'utilisation des applications ou des documents. Ça peut amener des personnes à s'isoler elles-mêmes et à ne plus utiliser les applications. Donc un texte mal présenté va rendre la lecture très difficile, la navigation compliquée va désorienter les utilisateurs. Donc on exclut encore une fois des personnes sans même pouvoir identifier leurs besoins. Une bonne pratique en accessibilité va être donc de l'intégrer dès sa conception, dès la conception des sites, de façon à obtenir une expérience plus fluide et plus simple. Alors l'accessibilité, ça ne date pas d'hier. Les premières règles WCAG ont été publiées en 1999. En France, ce qui a changé, c'est la loi de 2005, qui a été publiée en février 2005, sur l'égalité des droits et des chances et la participation à la citoyenneté. Notamment l'article 47, qui indique que tout le monde doit avoir accès aux documents et aux sites numériques. Le RGA a été créé, alors pas tout à fait dans la foulée, mais en 2009, donc par la Direction interministérielle du numérique. Depuis, plusieurs versions se sont succédées jusqu'en avril 2023 avec la 4.1.2 qui est la version actuellement utilisée. L'objectif, le but du RGA, dans un premier temps, c'est de permettre une évaluation objective de l'accessibilité. Donc le but est de fournir les mêmes règles pour tous, de façon à ce qu'on puisse plus dire l'accessibilité c'est compliqué, ou alors on ne sait pas comment faire, on verra ça plus tard. Avec des critères concrets, comme ceux du RGA, on va pouvoir obtenir des évaluations beaucoup plus objectives. Et de fait, le RGA est devenu l'outil officiel en France en fait, d'évaluation de l'accessibilité. La plupart du temps, si on a une contrainte, comme l'accessibilité par exemple, et qu'on n'a pas d'obligation derrière, on ne la fait pas ou on la remet à plus tard, ce qui revient exactement au même. Donc le second objectif du RGA, ça va être de faire la promotion de l'accessibilité numérique et de sensibiliser tous les acteurs du numérique à l'accessibilité et à l'accès à tout le monde de la même façon.
Donc, qui est concerné? Alors en France, jusqu'en juin, seuls les services publics et les grandes entreprises étaient vraiment concernés par le RGA. Mais il y a eu un changement le 28 juin. Désormais, le périmètre s'est grandement élargi. Les entreprises de plus de 10 salariés ou de plus de 2 millions de chiffres d'affaires doivent se conformer au RGA. Tout ça, c'est dû à la transposition dans le droit français d'une directive européenne de 2019 qui avait pour but d'harmoniser toutes les règles d'accessibilité pour les produits et les services numériques dans les pays de l'Union européenne. Qui dit règle dit contrôle. En France, c'est l'Arcom qui est chargé du contrôle du respect du RGA. Donc, en cas de manquement signalé ou constaté, l'Arcom va intervenir en 2 temps. Dans un premier temps, ils vont envoyer un courrier de sensibilisation. On va lister les manquements et rappeler les obligations, avec un délai de 2 mois pour corriger les problèmes constatés. En cas de non-respect de ce délai, on aura une mise en demeure assortie d'un nouveau délai de mise en conformité. Et si le délai n'est toujours pas respecté, les sanctions peuvent tomber. Donc ça va jusqu'à 50 000 € pour une non-conformité et jusqu'à 25 000 € pour manquement aux obligations déclaratives. Donc les obligations déclaratives, c'est tous les documents officiels liés au RGA qui doivent être publiés sur les sites. Les procédures engagées actuellement par l'Arcom, c'est pas compliqué, il n'y en a pas. Donc c'est pas pour ça qu'ils se tournent les pouces. Par contre, fin 2023, les premiers courriers ont été adressés aux sociétés de transport aérien qui étaient plutôt des mauvais élèves en termes d'accessibilité. Et puis, dans le courant de l'année 2024, il y a des centaines de courriers qui ont été envoyés aux administrations publiques pour leur rappeler leurs obligations en termes d'accessibilité numérique. Et tout au long de l'année 2024, l'Arcom a entamé beaucoup d'actions auprès des collectivités territoriales, également pour leur rappeler leurs obligations. Et finalement, le RGA, il s'appuie sur les normes WCAG et il définit 106 critères concrets qui concernent les images, les contrastes, la navigation, le format des documents, qui sont répartis dans 13 thématiques. Pour la réalisation d'un audit RGA, on va s'y prendre en 3 étapes. Donc on va commencer par préparer l'audit. Un audit, ça ne s'improvise pas. Il faut fixer les objectifs de cet audit, le périmètre exact, de façon à ne pas s'étaler et se perdre au moment de l'audit. Pour la réalisation, on va aussi avoir 2 phases. Un audit automatique. Là, on va se servir d'outils comme Wave ou d'autres outils, des extensions navigateurs, etc., qui vont nous fournir des informations rapidement, mais incomplètes. C'est pour ça que derrière, on va avoir un audit manuel qui, là, va être beaucoup plus long, durant lequel on va évaluer les critères RGA un par un pour les différentes pages qu'on a retenues pour l'audit. Et enfin, une fois l'audit terminé, on va rédiger un rapport d'audit et on va présenter les résultats généralement au client, ainsi que la déclaration d'accessibilité qui pourrait être publiée sur le site. Dans la préparation de l'audit, on va commencer par identifier tous les acteurs du projet. C'est très important parce que les échanges d'informations avec ces personnes vont nous permettre de faciliter ensuite l'échantillonnage du site. Donc les responsables, parce qu'ils doivent être informés des objectifs de l'audit. L'équipe de dev et de designers, eux, vont nous apporter leur expertise technique. Donc là, c'est très important, puisqu'on peut, lors de l'audit, ne pas forcément comprendre le but de certaines fonctionnalités, et les développeurs vont pouvoir nous expliquer pourquoi ces choix ont été faits. Et enfin, les utilisateurs vont pouvoir nous faire des retours d'expérience concrets sur le site, et nous permettre également d'identifier les parties les plus importantes. On va également définir quel type de contenu on va retenir, donc les pages web, les applications, les documents. On va identifier les fonctionnalités clés, notamment la navigation, les formulaires. S'il y a des vidéos dans certaines pages, ça va demander le respect de critères supplémentaires. Et enfin, les pages obligatoires. On a une dizaine de pages, comme l'accueil, le contact, les mentions légales, la page d'accessibilité, qui est la page sur laquelle on va publier notamment la déclaration d'accessibilité et tous les documents
officielle, on va dire. Dans l'échantillonnage, on va continuer, on va rajouter au moins une page pertinente par service fourni. Typiquement, par exemple, sur un site de e-commerce, on va sélectionner les rubriques de premier niveau, la fonctionnalité de recherche. On va sélectionner aussi des documents téléchargeables qui sont typiques du site. Donc les commandes, les factures, toujours pour un site de e-commerce, par exemple. On va également identifier les processus, validation d'un panier, validation d'une commande, paiement, newsletter, service après-vente, des choses comme ça. On va identifier les formulaires de saisie qui sont liés, les transactions sur plusieurs pages, et on va intégrer toutes les pages qui sont concernées. On va également identifier les pages qui présentent un contenu différemment des autres. Si on a des tableaux de données, des éléments multimédia ou même simplement des illustrations, ces pages devront répondre à des critères particuliers en termes d'accessibilité. Et pour terminer notre échantillon, on va sélectionner environ 10% de pages au hasard, donc parmi celles qu'on n'a pas déjà sélectionnées, afin de compléter notre échantillon. Et il ne faut pas oublier que si vous avez un site multilingue, il faudra tester les pages dans les différentes versions, dans les différentes langues. Donc ça rajoute encore des tests. Naturellement, on ne peut pas forcément tout tester, notamment si le site a vécu un certain temps. Si vous avez des fichiers bureautiques qui datent d'avant septembre 2018 ou des contenus multimédia, des vidéos enregistrées qui datent d'avant septembre 2020, on ne va pas les comptabiliser dans les documents, dans les éléments qui doivent être accessibles, parce que ça sera généralement trop coûteux de les rendre accessibles. De la même façon qu'une petite mairie n'aura pas le budget pour rendre accessibles les comptes rendus du conseil d'administration qui datent des 10 dernières années. Donc dans ce cas-là, on va garder des exceptions qui seront mentionnées dans la déclaration d'accessibilité. Et avant de démarrer l'audit, on va finir par choisir ses outils de travail. Donc naturellement, les règles du RGA, les règles WCAG, des modèles de documents comme la grille d'audit d'accessibilité qui est fournie par le RGA, que vous pouvez customiser. Un outil ARA, qui est un outil d'audit d'accessibilité qui a été créé par la DINUM également, et qui vous permet en ligne de saisir les résultats de vos critères directement et ensuite de générer certains documents, notamment la déclaration d'accessibilité automatiquement. Et les outils d'assistance que vous utilisez peut-être tous les jours, comme Wave, l'assistant RGA, qui est une extension navigateur qui vous permet, sur une fenêtre sur le côté, d'avoir les différents critères et toutes les aides et les tests à réaliser. Concernant la réalisation de l'audit elle-même, on va faire l'audit en 4 phases également. On va commencer par collecter toutes les informations dont on a besoin sur le site. Ça peut être les documents techniques, les guides de style, les retours utilisateurs. Ensuite, on va procéder à un examen visuel, c'est-à-dire qu'on va naviguer sur le site à la souris, au clavier, et se faire une première idée grâce à l'aspect visuel du site. Généralement, lors de cet examen visuel, on identifie souvent les premières non-conformités. Et ensuite, l'audit automatique, on va se servir des outils qu'on a vus précédemment. Ça va être plus rapide, ça va nous permettre de faire ressortir les erreurs courantes de code et de conception. Attention cependant aux faux positifs. Un outil peut très bien détecter un problème alors que le concepteur du site a mis en place une solution de contournement, mais qui, elle, n'a pas été détectée. Donc d'où l'intérêt de dialoguer également avec les équipes de dev. Et enfin, l'audit manuel, qui est vraiment le plus long, où on va passer un par un les critères sur les différentes pages. Dans l'audit manuel, on va vérifier 3 éléments. L'accessibilité visuelle, donc de façon simple, les contrastes, les tailles des polices, l'utilisation des balises sémantiques. L'accessibilité fonctionnelle, donc navigation, formulaire, tous les éléments dynamiques. Et enfin, l'accessibilité cognitive, où on va vérifier que toutes les informations présentées sur le site sont claires et compréhensibles par tout le monde. Donc au final, sur l'audit manuel, on va avoir 106 critères à vérifier. Chaque critère comprend environ, en moyenne, 2,5 tests. Donc vous voyez déjà que pour une page, on peut avoir 261 tests à réaliser. Sur une base de 10 pages obligatoires, vous voyez que le nombre de tests à réaliser augmente rapidement, et sur un site important, ça peut prendre un certain temps, même à plusieurs. Une fois les tests réalisés, on peut calculer le taux de conformité. Donc c'est un pourcentage qui correspond au nombre de critères validés divisé par le nombre de critères applicables. Donc ça, c'est encore le plus simple dans l'audit. Ce pourcentage
S'il est inférieur à 50%, on va dire que le site est non conforme. Au-dessus de 50%, il est partiellement conforme, et pour être totalement conforme, il faut atteindre 100% de validation des critères. Donc forcément, c'est quelque chose qui est assez rare, qui demande une prise en compte de l'accessibilité et des critères du RGA dès la conception du site. Parfois, il y a de bons élèves. Dernièrement, j'ai réalisé un audit où l'équipe de développement était sensibilisée à l'accessibilité, connaissait les critères du RGA, et au final, au bout de 6 jours d'audit, on était à 97% d'accessibilité. Donc c'est possible, mais ça demande un investissement en amont. Une fois l'audit réalisé, on va rédiger le rapport qui va contenir un résumé des résultats avec la liste des critères applicables, non applicables, conformes, non conformes. On va lister les non-conformités et leur gravité, savoir si c'est bloquant ou s'il y a une solution de contournement. Et enfin, on va émettre des recommandations techniques qui sont à destination de l'équipe de développement avec des copies d'écran, des exemples concrets et des pistes pour corriger les problèmes. Donc le rapport, moi, personnellement, lorsque je réalise un audit, je le rédige au fur et à mesure de l'audit, de façon à ne pas avoir à le faire à la fin, et ça me permet d'ajouter mes copies d'écran, mes tests et mes pistes d'amélioration au fur et à mesure. Ça évite des oublis, et ça permet éventuellement de faire un point régulier sur l'avancement de l'audit. La déclaration de l'accessibilité que l'on obtient à l'issue de l'audit, donc on va indiquer dedans l'état de conformité, on va signaler tous les contenus qui sont non accessibles, et on va rappeler les dispositifs d'assistance et les mentions légales, comme la saisie du défenseur des droits si nécessaire. La déclaration d'accessibilité, elle est valable 3 ans. Elle doit être mise à jour dès lors que le site fait l'objet d'une refonte ou d'une modification importante, ou dans les 18 mois qui suivent la publication d'une nouvelle version du RGA. Donc, le RGA sont des critères très concrets qui vont concerner la structure du code, l'ergonomie, tout ce qui concerne le dev et le design, en fait. Et ce qui fait que c'est important de les intégrer dès le début. Parce que corriger les défauts d'accessibilité à la fin du projet va coûter très très cher. Alors que les anticiper, ça va se faire au fil de l'eau. On se retrouve parfois sans anticiper à dépenser du temps, de l'argent, et on peut avoir des impasses techniques et ne pas être capable de corriger sans refondre totalement une partie du site, ce qui est très coûteux. Donc pour anticiper, on va bien sûr s'atteler à la bonne utilisation des balises sémantiques avec des titres structurés, des formulaires accessibles, un design accessible, donc des contrastes suffisants. On va vérifier la navigation au clavier, que les textes soient lisibles. Et les balises ARIA, on va les utiliser, mais vraiment uniquement quand c'est nécessaire, pas pour pallier un HTML qui a été mal conçu dès le début. Donc au final, le but, c'est vraiment de construire une véritable culture d'équipe autour de l'accessibilité du RGA. Personnellement, dans l'équipe dans laquelle je travaille, on est en train de mettre en place des mini-ateliers qui vont être hebdomadaires, de 10 à 15 minutes, pendant lesquels on va examiner 1 ou 2 critères ou se focaliser sur une fonctionnalité du site et l'examiner sous le regard du RGA. Donc l'objectif, c'est vraiment que tout le monde ait le même niveau d'information RGA et accessibilité, et qu'on mette au fur et à mesure en place des automatismes chez les développeurs, mais chez les testeurs aussi. On va mettre des mini-audits réguliers orientés accessibilité, et au final, ça va nous rendre les audits beaucoup plus simples. On peut également intégrer des vérifications dans le développement et dans l'intégration continue. On peut faire des revues de code liées, orientées accessibilité, et naturellement, tous les développeurs doivent tester la navigation au clavier et le lecteur d'écran, qui est vraiment très instructif. Essayez d'utiliser vos sites avec un lecteur d'écran, et je pense que vous verrez l'accessibilité sous un autre angle. Et donc, pour moi, le RGA, ça doit pas être un obstacle de fin de projet. On doit le prendre dès le début et s'en servir pour créer un vrai cadre de qualité pour les développements des sites. Et si on fait ça, en fait, à la fin, l'audit, ça devient juste une validation des bonnes pratiques que vous avez mises en place plutôt qu'une sanction en disant votre site n'est pas accessible. On va passer sur... J'ai 3 petits exemples en fonction du temps qui va me rester. Vous allez voir, c'était très simple. Le premier, si vous regardez le code, en fait, on voit simplement qu'on a un H1, H3, et on a collé un titre dans une balise div. Si on regarde au niveau du rendu, ça rend bien, mais par contre, le lecteur d'écran, lui, il va être incapable de vous donner la bonne arborescence. Simplement en mettant un H1, H2, H3,
Du coup, on aura le même rendu, mais on respectera le critère 9.1, qui nous dit que l'arborescence des titres, la hiérarchie des titres doit être respectée. Je vais passer très rapidement sur les exemples suivants, puisqu'on me dit que je n'ai plus de temps. Donc, en gros, on a un critère 3.2 pour le contraste des couleurs, qui nous dit qu'il faut faciliter la lecture. Le critère 11.1 qui nous annonce simplement qu'il faut que chaque champ d'un formulaire ait une étiquette. Donc je vais conclure en disant que en ce qui concerne l'accessibilité et le RGA, en fait, il faut vraiment mettre en place une réelle démarche qualité. Le RGA est fourni avec des critères très concrets, des exemples de tests. Donc intégrez le RGA et vous n'aurez qu'à valider les bonnes pratiques en fait, lors de l'audit. Je vous remercie de m'avoir écouté.